Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox. Je suis Serge Alain Ontou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Au-delà du faste qui a entouré la double cérémonie de prestation de serment et de passation de pouvoir pacifique et civilisé entre Joseph Kabila Kabange et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il y a des absences qui font beaucoup de bruit. C'est le cas de l'Église catholique à travers la toute-puissante et incontournable dans la transition démocratique, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale du Congo, en abrégé CENCO. Arrivé au pouvoir le 26 janvier 2001, quelques jours après l'assassinat de son père, le président Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila, dont le deuxième mandat en tant que président élu doit théoriquement s'achever le lundi 19 décembre 2016, refuse de quitter le pouvoir. Une longue période de haute turbulence qui, désormais, trouble le pays, sujet à de fortes tensions. La CENCO, qui a longtemps redoublé d'efforts pour l'obtention d'un consensus politique dans le pays, amène le pouvoir et l'opposition à la table des négociations au centre interdiocésain de Kinshasa pour la signature d'un texte prévoyant la mise en place d'une transition politique en attendant l'organisation d'élections générales avant fin 2017. Après une longue période de bras de fer, le pouvoir et l'Église, c'est finalement le 30 décembre 2018 que les Congolais iront renouveler l'ensemble de la classe dirigeante. RDC, renouvellement de la classe politique, quel rôle a véritablement joué l'Église catholique, madame, monsieur? C'est le fait du jour. République démocratique du Congo, le rôle de l'Église catholique dans la transition démocratique. Je suis en plateau ce soir et pour en parler avec Éric Pépin-Bikaï. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs qui se comptent désormais par milliers. Mais surtout bonsoir à la population de Belabo, c'est dans le département du Lomé-Djerem, région de l'Est. Certainement qui ne vont pas vivre, qui n'ont pas pris l'habitude de suivre tes débats pour de sempiternels problèmes de coupure d'électricité dans cette ville. Bonsoir à cette valeureuse population de Belabo. Ils vont suivre comment alors qu'il n'y a pas le courant? Non, parce que je suis presque un enfant de cette ville-là. J'y ai passé 10 ans. Donc je prends régulièrement les nouvelles de ce côté-là. Et c'est une population qui souffre énormément pour les coupures. On espère qu'aujourd'hui ils sont connectés. Hein? On espère surtout avec le barrage hydroélectrique de Lompanga qui prévoit la production de 30 MW d'électricité. Et Belabo est situé à 55 km de ce barrage. On espère que cette ville sera connectée en priorité à ce réseau électrique. Ok. En face de vous, Léopold Chenjou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes journaliste et directeur de la publication d'un hebdomadaire, on va le dire comme ça, Week-end. Tout à fait, le journal du Week-end, c'est un média qui a commencé une aventure depuis l'année dernière et qui essaye de frayer son chemin dans le paysage médiatique. C'est pas évident, c'est pas facile, mais on essaye quand même de tenir le bout. Ok, bienvenue sur le plateau Equinox. Merci Serge. Voilà, à côté de vous, c'est Georges Oyono. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà. Roger Oyono. Roger Oyono. Oui, voilà, c'est pas l'autre, c'est la première fois. Bienvenue. Vous êtes chercheur en sciences politiques. Oui, effectivement, je suis chercheur en sciences politiques à l'université de Douala. Président d'un mouvement associatif aussi. Hein? Oui, président du mouvement citoyen J'aime le Cameroun qui a organisé déjà 2 FEPAP, dont le forum d'échange et de partage sur l'amour de la patrie. Le premier ici à Douala et le second était le 9 février 2018 au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà. Et en face de vous, Fa Elvis Taillon. Welcome, sir.
Thank you very much. It's my pleasure. And we say greetings to the people of Gunoko village as usual, and to the people of Momo Ils division. n'ont pas de problème. Le courant, ça passe. Ils ont l'électricité. Maybe they have been they have been suffering from blackouts for a number of days now. I think it has really been epileptic, and I think it's a call for concern because the light issue in Bengui, I think we have not been having it very easy. But then we will be also thanking God because some lawyers were abducted in Boya recently by on gunmen. One of them have been released. One is still under detention. I'm just coming from Boya, where we've been trying to look at the issue as reporters on the ground, as journalists on the ground, what happens and how it went through. But then I think it's the FACO Lawyers Association. They also had a meeting today at Liberty Law Firm, where we were also present there with a number of resolutions arrived at. One of them was that they should also free the other lawyer who is in captivity. And besides that, they are pressing on the government to see to either the Anglophone crisis is resolved because they too are fast becoming victims as far as the struggle is concerned. But then I'm happy with the researcher in political science who is quite here, and I pray that he becomes the real researcher because unfortunately we don't have most of the academicians who are supposed to be carrying out real research in political science nowadays have become CPDnized. And so in that case, they only work now in favor of the government and forget about the political analysis that's supposed to give a balance on the side of the government and on the side of the opposition. Thank you. Vous avez dit CPDnized? CPDnized. CPDnized. Okay. It's a term which means... yes, good, like what they call edepecist. Okay. Right, so call it CPDnized. It's just a word in parentheses that tells you that anybody who is in that domain will not see what is factual because the original intention has been wiped out and he reasons the other way. That's why we have professors, we have doctors of political science nowadays who reason the other way around instead of being objective as political scientists. But I know my brother will be doing good by helping Cameroonians, a young man as he is, to make sure that we give because if we speak the truth in political analysis, I think we will help come out of the quagmire where we find ourselves now. Il fallait, je commence également avec vous. On parle du rôle joué par l'Église catholique à RDC. On l'a pas senti hier à la cérémonie de prestation de serment et de passation de pouvoir entre le 4e et le 5e président de la RDC. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cette absence? Well, I think the first thing is that with the politics in the Democratic Republic of Congo, Catholic Church has played a lot that we must be able to appreciate. And that's what we call political analysis. You appreciate on both sides where necessary and not on one side because maybe you belong to this party or the other one. Now, the Catholic Church has spent hundreds of millions of francs CFA in DRC, especially when it has to do with the crisis, the Ebola crisis. Catholic Church has gone right up to North Kivu. They have gone to Goma areas to give assistance to those who are in need, especially health needs. They have assisted medical-wise in the Ebola crisis. And then those during the prolonged stay of Joseph Kabila in power, there were street protests that were sparked up. Catholic Church has done a lot. Victims were wounded. Catholic Church has helped them. And so, but at this point in time, the other part of it which we are not too happy with the Catholic Church is for the fact that a result has been declared. Catholic Church says they have their own winner. Yes, they have the results. They have the result and they have proofs. What we call perception, they have them. Yeah. That shows that it is not Etienne Tshisekedi who has won. But then we are saying that when truth is established as Catholic Church says it, by the point in time where we discover that we cannot, because Catholic Church says they can only comment, but they don't have the power to insist that their own results go through, which means they know that the only people who can insist for it to go through is the Constitutional Council in the Democratic Republic of Congo, and it is like the Senate and any other government organ there. So now what we're saying here is that though Catholic Church says they are not forcing it, but their point is that it is not Etienne Tshisekedi who is not Felix Tshisekedi who won. Now we're expecting that, in as much as the issue has been like that, some of us said clearly that with SADC, with European Union, with Belgium, with France, they were all playing a dirty game to destabilize DRC. So l'Union africaine? Yes, African Union too was also another toothless bulldog that we said those organizations need to be dissolved. Those organizations. Non, vous n'allez pas aller jusque là. Yeah. I would say it because I have proof what I'm saying. Oui. Because when election was running in the DRC, just like in any other country, African Union is always standing by
and will watch things go out of hand before they come in. The question is, in other elections in Africa, why did African Union, when elections were not even free and fair, Cameroon also recognized or witnessed that, African Union did not speak. The observers who came said the elections were free and fair. Now, in the DRC, when the elections were through, now in one of the press conferences, the African Union official equally said the elections were free and fair, though there were some minor setbacks in terms of electoral kits that were not working. Now, when you make this kind of statement, to come back now, you start going behind and say that no, they should suspend the results for this and that because they are being teleguided. I want to tell you that African Union leaders, those that are there, most of them are dictators, most of them are sponsored by foreign powers to destabilize their own countries, and that is where the problem is. So, African Union has been put to shame, European Union has been put to shame, because at the end of it, Felix Tshisekedi came up. So, our only problem was that Catholic Church would have let bygones be bygones and not president, because Tshisekedi was not the president for everybody experiencing Catholic Church. Okay. Tshisekedi would be president for even the Catholic Church themselves. And so, it was not matured enough for the Catholic Church in DRC to have absented themselves from Félix Tshisekedi's inauguration. Léopold Shenjou, justement, cette absence, est-ce que l'Église catholique ne vient pas à la fin? Non, en fait, c'est-à-dire son absence à la fin ne vient pas montrer son parti pris, entre guillemets, on l'a vu. J'ai deux choses à dire. La première chose, c'est que l'Église catholique reste... elle veut rester dans sa logique. C'est-à-dire que dès le départ, celle de reconnaître que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a gagné les élections là-bas. Ça, on le sait. Mais aussi que l'Église n'a jamais dit qui a gagné. Ça, on le sait. Mais l'Église n'a pas dit qui a gagné, mais l'Église a dit qui n'a pas gagné. Voilà. Dans tous les cas, qu'on le veuille ou pas, la personne qui est là selon l'Église catholique n'est pas la personne qui a gagné. Donc, l'Église à ce moment-là reste logique avec elle-même. C'est-à-dire l'Église catholique congolaise reste logique avec elle-même. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous tous avons vu les photos du nouveau chef d'État adoubées par des pasteurs d'une église réveillée. Vu même déjà sous cet angle, ne vous attendez pas à ce que l'église catholique court vers quelqu'un qui a préféré commencer par les pasteurs des églises réveillées pour inaugurer sa mandature. Donc c'est autant d'éléments qu'il faudrait mettre en perspective pour comprendre la situation en RDC. Et surtout, rentrer dans l'histoire de la RDC, comprendre que l'église catholique a toujours et de tout temps eu ce genre de comportement et ce genre de problème, ce genre d'opposition avec les gouvernants en RDC. Quand on a fini de dire cela, on comprend ce qui se passe actuellement. Malheureusement, comme qui dit, le chien aboie, la caravane ne passe, parce que même par le passé, l'église catholique s'était opposée, c'était à Mobutu, tout ça, on sait ce qui s'est passé. Mais à la fin, il a continué son régime comme si de rien n'était. Ok. Georges Renaud, cette absence de l'Église hier, cette cérémonie, vous interpelle vous aussi? Bon, pas véritablement. Ah bon? Ma première question que je poserais, même si sur la thématique, à savoir le rôle de l'Église catholique dans la transition démocratique en République démocratique du Congo. L'Église en général et l'Église catholique en particulier, selon le principe, le sacro-saint principe de la laïcité, vient chercher quoi dans une élection ou bien dans une affaire de politique, puisque les rôles sont bien définis. Il y a le pouvoir temporel qui est là, c'est-à-dire le pouvoir politique, et il y a le pouvoir spirituel qui revient à l'Église. Mais lorsqu'on essaye vous venez nier le rôle de l'Église à la fin du processus. Le rôle de l'Église depuis 2016. Le rôle de l'Église à la fin, justement, tout n'a pas commencé en 2018. En 2018. Donc je suis en train de questionner le rôle de l'Église catholique, le rôle de l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Oui. Mais lorsqu'on remonte un peu à l'histoire du monde en général et de la RDC en particulier, on peut bien le comprendre. On sait qu'à partir du Moyen Âge, on va consacrer la papauté à Rome, et en cela il y aura un pape à Rome qui va jouer à la fois le double rôle, c'est-à-dire le chef du pouvoir temporel et le chef de l'église, le pouvoir spirituel. En cela, on ne sait pas généralement dans le monde lorsque le pape agit en tant que chef de l'État du Vatican ou alors chef de l'Église catholique. Et c'est ça qui crée un peu cette ambiguïté dans le rôle de l'Église en général dans les pays. Mais dans le cadre spécifique de la République démocratique du Congo, comme le disait mon confrère tout à l'heure, il faut revoir que l'Église catholique
de par les enjeux et de par les acteurs, a toujours cherché à se mêler de l'Église, a toujours cherché à se mêler de la politique. Cela peut se comprendre. Cela peut se comprendre. Pourquoi? Parce que l'Église qui est au Congo, ce n'est pas une Église anodine. Elle a un chef, dont je disais, qui peut être la dynamique de l'extérieur, ça peut être le Vatican. Cette Église est financée. Ce ne sont pas les évêques qui sont maintenant, qui ont construit les églises qui sont là. Ce ne sont pas ces évêques qui sont là ou les Congolais qui élisent ou bien qui nomment ces évêques qui sont là. Ça veut dire qu'il peut avoir une main, une dynamique extérieure et dont on sait que la dynamique extérieure veut toujours contrôler la dynamique intérieure, c'est-à-dire en termes d'acteurs. On peut donc comprendre que l'église, l'église catholique congolaise s'invite dans la scène politique, mais cependant avec un rôle qui n'est pas totalement moral, mais avec un rôle qui n'est pas neutre, autrement d'une neutralité suspecte. Et là, on peut vraiment penser à la main noire des dynamiques de l'extérieur. Et ensemble, on peut comprendre qu'elle peut boycotter même l'installation du nouveau président. Mais qu'à cela ne tienne, il faut rappeler que cette église me semble divisée. Parce que dans la région du président Félix Tshisekedi, il y a eu son évêque, l'évêque de sa zone, l'évêque du Mboui, a déjà eu à dire une messe pour rendre grâce au Seigneur de protéger le président élu. Et c'est de solidarisme de la Cinco alors? Quasiment. C'est un rôle que l'Église catholique, c'est-à-dire c'est un petit film que l'Église catholique. Ça vous rappelle ce qui se passe au Cameroun? C'est là où je vais en venir. Oui. On peut revenir dans l'histoire. Oui, on va faire le parallèle tout à l'heure. Oui. Donc, il me semble, il faut repartir dans l'histoire pour comprendre le rôle de l'Église catholique actuellement. Et il faut relire ça, il faut avoir une analyse des acteurs et des enjeux. En cela, on peut bien comprendre. Éric Pépin, est-ce que l'Église catholique en RDC n'a pas eu un poids qu'aujourd'hui, parce qu'on se souvient que le 6 août 2018, elle a exactement exigé que l'opposition choisisse son candidat. C'est peut-être ça, on ne sait pas. Non. Peut-être ce que certains là ont copié au Cameroun, c'est-à-dire en faisant le porteur robot du candidat. On a vu ça au Congo. Est-ce que, avec tout le rôle que l'Église a joué jusqu'au fameux accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, est-ce que l'Église catholique n'est pas devenue en quelque sorte incontournable au point où sa parole comptait finalement dans ce processus? Non, ta question permet de répondre un peu au questionnement de M. Oyono. Oui. Et de renchérir les propos. Le Pochédou. Non, l'Église catholique au Congo est spécifique. Elle est un peu différente des autres démembrements des églises catholiques dans les autres espaces de l'Afrique centrale. Depuis pratiquement les années 60, elle s'est toujours désolidarisée de l'action gouvernementale, notamment après le coup d'État de Laurent Désiré Kabila en 1965. Cette raison Joseph Désiré Mobutu. Autant pour moi. Cette logique de l'Église est née d'un fait historique. Vous vous souvenez de la lettre de Léopold II pour adresser aux prêtres, aux missionnaires européens pour l'évangélisation en Afrique. Donc, les Congolais et bon nombre d'Africains ont estimé que l'Église catholique avait joué un rôle dans la colonisation du Congo et l'exploitation du Congo depuis les années 1800. Elle a donc fait marche arrière pour redevenir l'Église du peuple. Le Congo démocratique, c'est 65 millions d'habitants, un peu plus. Et l'Église catholique pèse à peu près 35 millions d'habitants, de fidèles. Oui. Donc ça veut dire que l'Église catholique au Congo a un poids fondamental. L'Église catholique au Congo, c'est 6 archidiocèses pour 41 diocèses. C'est 60% des écoles primaires sous contrôle de l'Église catholique, y compris les écoles. Donc, ce n'est pas une église du moins, sa voix ne peut pas être une voix fantaisiste. C'est une voix qui compte. Et elle sait que sa voix compte. Souvenez-vous comment je veux dire, de la conférence nationale souveraine des années 91. 90. Laurent Moussengo. Jusqu'en 96. Ça a été géré par qui? Par Laurent Moussengo. Il faut vous souvenir que quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 97, c'est ce Laurent Moussengo qui gère encore le Parlement de transition. Donc l'Église catholique au Congo est spécifique. Et elle a toujours été aux côtés du peuple. L'Église du peuple. Et sa voix
compte et va toujours compter. Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Yono dit par rapport à la messe célébrée dans la région natale de Félix. Il ne faut pas également balayer d'un revers la même que Félix est catholique. Et que la nomination de son papa comme Premier ministre a été une négociation, alors une médiation entre Monseigneur Moussengo et le pouvoir dictatorial de M. Kabila. Je pense que c'était dans les années 82. Donc l'église catholique au Congo est une église qui joue un rôle fondamental dans les dynamiques sociales de ce pays-là. Ce n'est pas une église comme celle des autres pays d'Afrique où il y a des voix discordantes. L'archevêque de telle région dit ceci, l'autre estime que non, il n'avait pas le droit de dire là. Non, la voix de l'église catholique au Congo est une voix uniforme. Vous faites un parallèle avec le Cameroun, là? Je ne voulais pas en faire. Mais on peut tout simplement faire une comparaison entre l'archevêque de Douala, qui est pareil, le président de la conférence épiscopale de cette année en cours, et celui de Yaoundé, qui parle au nom de l'église au Cameroun. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais au Congo, on sait qui parle au nom de l'église au Congo. C'est le chef de la conférence épiscopale de la fameuse Senko qui parle au nom de l'église. Et sa voix n'est pas une voix discordante au sein de la population. Voilà, Faye Elvis, on sait que l'église catholique, pour l'élection du 30, avait 40 000 observateurs déployés sur le terrain. Et elle dit que, après la sortie du président de la CENI, dit que non, c'est pas par rapport à ce que nous on a observé, ce n'est pas lui le vainqueur. Mais pourquoi entretenir ce doute-là dans l'esprit de pourquoi l'Église n'a toujours pas donné de véritable nom? Well, I think that at that level, the church was playing a very technical game there. Oui. I call it a technical game because the church is like wanting to be into politics at the same time does not want to be into politics. Oui. And that's why we said that if the church had advisors, that's why we said that we have researchers in political science as we have here, and we have political analysts. That is when the church is supposed to make use of political analysts and political researchers who should be able to tell the church what kind of declaration to make. Because when you come up, it is true they had over 40,000 election observers, which had never happened in other countries compared to DRC, which cues with what Eric Pepe is saying, because the truth is that the Catholic Church has deep roots in DRC because of their links to Belgium. Now, but that is true, and in the case of this, we realize that the error the Catholic Church did now was that when you say that Felix Tshisekedi is not the winner, you have the right results, but you are not letting people know. It puts people in a confused state, because sometimes people want to ask questions, but why is the Catholic Church keeping this evidence? Now, we think that when you want justice to be administered, the moment you declare an injustice, you should be able to justify the injustice. And we think that Catholic Church, if Catholic Church went further by getting all the 4,000 observers and their reports on the ground and putting them clear, so that people should see why they say it is not Felix Tshisekedi who has won, I am sure it would have had another role to play. Because I can fully say that we are not in the Democratic Republic of Congo elections. The elections might have been rigged or not rigged, it might have been malfunctioned, it might not have been well represented, probably because the electoral kits, many of them were not working, it is true. But we think that Catholic Church would have helped us in DRC by giving us the evidence, because they said clearly that they have the evidence, but it is not their duty to declare it. So we feel that in a press conference, they would have been able to say that, okay, if you want us to give you the details, these are the procedures to be done. And I am sure that the Constitutional Council, with Fayulu, who petitioned the Constitutional Council, Catholic Church, who has the evidence, as they claim, should have been able now to help Martin Fayulu. That, okay, since you are the Constitutional Court, these are the evidence. We are now helping you. Because you could not have 40,000 representatives, and we had, and because we want justice to exist in Democratic Republic of Congo, these are the evidence. Take to the Constitutional Council, let them see. But I think Catholic Church did not do that. So they only declared that, as my brother here is saying, that they said it is not Felix Tshisekedi who has won, but at the same time, they have not given us the person who has won. Okay. So I think Catholic Church in DRC did not complete their work of justice, and therefore, the fact that they absented did not mean anything. If you say so and there's no evidence to put forth, just accept what is there for the sake of peace and move on. But whatever the case might be, I am sure that Tshisekedi is the father even for the Roman Catholic Church. So whatever problems they have,
as a father of the nation, I'm sure he's going to attend to everyone. Pentecostal churches that prayed for him, including the Catholic Church that refused or rejected his victory as given by Seni. Ok. Le prochain jour, est-ce que cette attitude de... À quoi devrait-on s'attendre dans les jours à venir? Les rapports entre l'Église catholique, hein, comme on l'a dit, elle a joué un rôle hyper important dans l'aboutissement, on va le dire comme ça, de ce qui s'est passé le 30 décembre. Quels peuvent être les rapports après la prestation de serment entre Tshisekedi et cette Église catholique? Serge, alors avant de répondre à la question, je dirais une élection, c'est un jeu, mais surtout des enjeux. Oui. Alors, voyez-vous, l'Église catholique a voulu, j'ai comme l'impression, a voulu faire pression sur les organisateurs de cette élection-là en déclarant avoir les résultats réels. C'est-à-dire que c'était une façon d'attirer l'attention des organisateurs. Faites gaffe, nous avons les résultats. Oui. Il faut publier les résultats. Malheureusement, ils ont perdu le jeu. Non, il faut le dire. Et ça, c'est là où peut-être cette église-là a failli. Parce qu'en réalité, dans l'ordonnancement constitutionnel de tout un pays, on sait que la structure habilitée à donner les résultats d'une élection. Et ça, l'église catholique au Congo le sait bien. Donc, elle ne devait pas, cette église-là, prendre sur elle de dire ce n'est pas celui-ci qui a gagné. Elle aurait pu dire, ok, nous avons les résultats, mais sans dire celui-ci a gagné ou bien celui-ci n'a pas gagné. Ce n'est pas lui qui a gagné. Oui, nous avons les résultats réels, mais là, on s'arrête là-dessus. Donc moi, je pense qu'ils ont, et c'est un jeu malheureusement, ils ont, et comme je l'ai dit, perdu comme d'habitude. Maintenant, sur les relations entre le pouvoir au lendemain, entre le pouvoir et l'Église au lendemain de l'investiture de Félix Tshisekedi. Elle est hyper puissante, hein, comme a dit Eric Pépin. Elle a beau être puissante, malheureusement, elle ne pourra pas faire plus que ce qu'elle peut. Voyez-vous du temps de Mobutu, lorsqu'il y avait ce conflit entre l'Église et le régime de Mobutu, Mobutu avait coutume de résumer la situation en une phrase. Il disait ceci, même la Bible le dit, à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ça, Mobutu le disait régulièrement pour dire, finissez de bavarder, mais sachez que c'est sur la terre qu'on gouverne. Donc, pour revenir à la Côte d'Ivoire, ne vous attendez pas. Il y aura la RDC, permettez. Pour ce qui concerne la RDC, il n'y aura pas cette cassure que les gens peuvent s'imaginer dans la tête. L'Église catholique va continuer à mimirer, comme disait un homme politique camerounais, mais le pouvoir va fonctionner normalement. Ok. Dites-moi, on sait quand même que l'Église catholique a fait pression sur Kabila pour qu'il puisse enfin accepter et organiser ce scrutin, ces élections générales, on va les appeler comme ça, pour décembre 2018. Est-ce que Tshisekedi ne sera pas lui aussi sous les feux de l'Église? Parce que les fidèles catholiques semblent suivre à chaque fois le mot d'ordre de la Cinco, hein. Écoutez, je refuse d'entrer dans la même veine que M. Pépin, qui pense que l'Église catholique congolaise parle en une seule voix. Oui. Vous savez, lorsqu'il y a les enjeux, on ne peut pas dire qu'un groupe de personnes, sachant les rationalités individuelles qui animent chaque personne, on ne peut pas penser que cette Église va parler en une seule voix. Toute personne qui sera président au Congo, merci parce qu'il a quand même donné les statistiques de l'Église catholique au Congo, sauf qu'il a oublié de mentionner que quelque part dans certains diocèses, cette Église possède des entreprises, des grandes fermes, etc. Ça veut dire que c'est une Église qui a un mot à dire. Mais ce mot à dire, elle a des ressources. Et je vous ai posé la question de savoir, est-ce qu'on s'est déjà interrogé sur la provenance des ressources de cette église? Elles proviennent assurément de quelque part. Et ce quelque part, on sait tous, lorsqu'on repense à la lettre justement de Léopold II, lorsqu'il envoyait les missionnaires au Congo. Le but, ce n'était pas que les Congolais réfléchissent. Le but, c'était de les appauvrir jusqu'à la fin du monde. Or, malheureusement, parmi les acteurs, il n'y a pas seulement l'acteur externe, il y a l'acteur interne, qui est d'abord le Congolais. Et de plus en plus, malgré la socialisation forte de l'Église, il y en a qui ne croient plus totalement à cette église. Les gens sont quand même à même de dire, oui, cette église nous a aidé à faire ceci ou cela, mais il y a déjà des enjeux internes. Aucun président donc, de la République démocratique du Congo ne pourra rester seul sans subir la pression. Mais rappelons également dans l'histoire que Mobutu avait fait exiler
Madoula pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Qu'est-ce qui vous dit que Tshisekedi ne peut pas faire exiler l'autre qui est là? L'État a quand même des moyens régaliens, jusqu'à preuve de contraire. L'Église catholique est certes là, mais l'État a des moyens régaliens et des moyens de faire pression. Nous n'allons plus peut-être retourner à l'époque de Mobutu, où il y avait parfois même des massacres des hommes religieux, où il y avait des boycotts, des viols des sœurs, etc., etc. Je pense que cette Église, surtout catholique, le terme me gêne beaucoup plus lorsqu'on dit catholique. C'est comme s'il n'y avait pas une autre église au Congo. Il y a l'église catholique représente ces 35 millions. Mais sur les 65 millions, rentre 30. Il reste 30. Et si nous sommes dans la République, c'est-à-dire la chose de tous, et une République qui est censée être laïque, je rappelle toujours, la République est censée être laïque, c'est-à-dire la chose de tous. Je pense que Tshisekedi, qui ne vient pas de nulle part, qui a un père qui a longtemps été au pouvoir. Autrement dit, si on va dans la théorie de la famille régnante, Tshisekedi sait ce qu'il attend. Autrement dit, Tshisekedi ne sera pas un enfant de cœur puisqu'il sait qu'on ne s'amuse pas avec le pouvoir. Il faut légitimer son élection si c'est lui qui l'a gagné, si c'est en lui qui l'a gagné. Il faut se légitimer et se légitimer. En cela, il va utiliser tous les moyens. D'abord, contourner les voies de socialisation. Mobutu avait procédé à ce qu'il avait appelé la zaïrianisation, c'est-à-dire la nationalisation des instruments de socialisation à la République du Congo, en prenant même une université juive, une université des jésuites, l'université de Lovanium, en décidant que c'est l'université d'État. C'est juste qu'à l'époque de Mobutu, peut-être les mentalités n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. On peut comprendre pourquoi, à un certain niveau, il y a eu, c'est-à-dire l'entourage de Mobutu s'est beaucoup plus préoccupé de l'enrichissement personnel. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, qui a eu le processus électoral qui était très difficile et houleux pour lui, je pense que cette église va finir par faire ce que mon frère dit, c'est-à-dire plier les chines devant l'État. Et en cela, on ne va plus retourner à l'époque, sachant que l'Église catholique, après le Moyen-Âge, a été à l'origine de plusieurs révolutions. Quand on dit la Révolution française, la Révolution de ceci, c'est parce que cette Église a instauré la royauté. Or, nous savons que le Christ même l'a répondu face aux pharisiens et aux hérodiens. À César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc à Tshisekedi ce qui appartient à Tshisekedi. Éric Pépin, Léopold parlait de cette cérémonie. Pour ceux qui ont regardé ça à la télévision, c'est un signe fort que la prière a été dite par quelqu'un qui vient d'une église de réveil. Non. On dit, bon, on met l'église catholique de côté. C'est un signal fort. Il faut dire que la RDC Congo n'est pas en marge de dynamique sociale en termes de culture religieuse de nos jours. Parce qu'il ne faut pas oublier, tout à l'heure, il parlait que ce n'est pas la seule église qui existe au Congo. Il y a le mouvement kimbanguiste. Il y a le mouvement kimbanguiste. Qui talonne l'église catholique. Il y a le courant pentecôtiste qui est en train de s'installer au Congo et qui a pignon sur eux. Justement, c'est l'un des prêtres pentecôtistes qui a fait la prière. Et qui a d'abord eu à prier, premièrement avec Félix, et qui est venu faire la prière lors de la cérémonie de prestation de serment. Donc, il faut dire que le Congo en lui-même est un pays qui est fait d'enjeux. Parce que même le kibangisme ou les pentecôtistes qui y sont, ils sont avec de très gros patrimoines. Comme tout à l'heure, il évoquait le patrimoine de l'Église catholique. L'Église catholique ne vit que sur la base des énormes patrimoines là où ils sont installés. Souvenez-vous de la citation de Jomo Kenyatta qui disait que lorsque le blanc est arrivé en Afrique, ils nous ont appris, ils avaient la Bible, nous on avait les terres, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsqu'on ouvrait les yeux, eux ils avaient des bonnes terres et nous on avait la Bible. Donc ça veut dire que ce concept est fortement implémenté dans le milieu congolais. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Félix est certainement au pouvoir parce que l'Église catholique s'est impliquée dans le processus démocratique congolais. Ne balayons pas ça d'un revers de la main. Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir. Ça veut dire que si l'Église aujourd'hui arrive à dire que, ok, il y a des élections, j'ai des résultats. Je sais que Félix certainement n'a pas gagné, mais ce n'est pas Martin Fayoulou qui a gagné. Ça veut dire que l'Église peut interroger le processus d'organisation de l'élection. Non, l'Église dit que ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné. Il n'a pas sorti un autre nom. Voilà. Et pourtant, Martin lui mettait la pression en demandant à l'Église catholique de dire effectivement qui a gagné. Ça rappelle votre candidat à la présidentielle. Il disait quoi, Cabral Libi?
je ne veux pas trop parler de Cabral Bibi ce soir. Mais pourquoi? De toute façon, chaque candidat... Il disait aussi que c'est pas... Il disait que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Ah oui. Ah oui. Voilà. C'est la même chose. De toute façon, chaque candidat a ses éléments de pression. Un candidat de l'opposition qui n'est peut-être pas lui. Voilà. C'est Cabral Bibi. Chaque candidat a ses éléments de pression. Certainement, peut-être les Congolais ont copié toute la rhétorique politique de Cabral Bibi. Oui. On le leur concède. Ils ont été à la bonne école. Ils ont toujours été à la bonne école des dynamiques sociales camerounaises. Là, on ne valait pas ça d'un revers de la main. Oui, allez-y. Je dis donc que chaque candidat a ses éléments de pression. Je suis en train de dire que Félix Tshisekedi est là aujourd'hui parce que l'église catholique, la Senko, s'est impliquée de manière forte jusqu'à perdre ses fidèles. N'oubliez pas que l'accord de Saint-Sylvestre, voilà, l'accord de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 indiquait dans sa feuille de route que certainement celui qui devait être le premier ministre de la transition, c'était Félix. Les bruits de cet accord ont filtré. Peut-être une fois que ce bruit était dehors, Félix s'est mis en retrait. Mais l'église catholique s'est impliquée pour que Félix sorte des abîmes de son père pour devenir un véritable homme politique. Donc on a dit un véritable homme d'État. Je ne peux pas dire que l'église catholique, puisqu'elle n'a pas participé à l'investiture de Félix Tshisekedi hier, est contre son élection. Mais je peux plutôt dire qu'elle peut se prononcer sur le processus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le départ de Kabila est une construction... Comment interpréter ça, cette absence donc? Tout comme monsieur Cabral n'était pas à l'investiture. Oui, voilà. Vous m'avez dévancé parce que je voulais... Vous n'étiez pas... Cabral n'était pas à l'investiture Paul Biya. Ça veut dire quoi? Il avait estimé que le processus l'avait empêché d'avoir son vrai score, sa vraie popularité. Donc, si on revient dans le cadre de l'église catholique, on peut estimer qu'elle a estimé que son aura n'a pas été respecté par les autorités congolaises dans l'organisation de cette élection. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est nullement pas question de poser la position de l'église catholique à la prestation, à la victoire de Félix Tshisekedi. Quel qu'en soit le cas, les Congolais avaient besoin d'une transition. Ils avaient besoin d'un homme nouveau, d'un homme neuf à la tête de l'État. Ils ont eu un homme nouveau, un homme neuf à la tête de l'État. Vivement que le processus de développement prenne son cours. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo, c'est 80% de sa population qui vit sous le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire avec $1 par jour. Malgré toute l'immensité moins $1 par jour. Malgré toute l'immensité de leur richesse. Donc il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Ok. Elvis, dites-moi, l'église catholique est certes puissante, avec son nombre 40 000 observateurs. L'église savait pertinemment quel est l'organe chargé de la proclamation des résultats. Face à ce jeu trouble, et qu'elle boycotte cette cérémonie d'hier, est-ce que c'est pas fourvoyé, on va le dire comme ça à la fin? Well, I think I will not agree with my brother here, who clearly said that for the fact that Catholic Church was absent in the inaugural ceremony, it doesn't mean that Catholic Church is not in line with the fact that Tshisekedi is the president of the Democratic Republic of Congo. I think it speaks for itself. And when you want to look at this, you analyze from the trend of events. You understand Catholic Church is true had been behind Kabila, insisting that he should carry on the election that he still was overdue, which is true. And in that process, now the elections came in. We realized that if you look at the heavy deployment of the election observers, I want to let people understand that Catholic Church has an interest in the DRC. Away from the fact we are talking about just the fact that it is true, they have a route, they came in, through Belgium and other as missionaries, but they have other interests hidden that we might not be able to know. I want to let you know that, like as he said earlier, my brother here, if you look at the Catholic Church, after the state, they run number of businesses, schools, they operate, academic institutions, they operate, they're operating hospitals. All the best hospitals now in the DRC are Catholic hospitals, not even government hospitals. Well, I'm sorry to say so. That's why I said that they have done a lot in handling Ebola cases, malaria cases, typhoid and all that. And most of the doctors who are working in those Catholic hospitals are experts who are sent from Rome, white doctors. I mean, expert and specialists. It's to tell you that they have realized that there are sectors that are lucrative in DRC. It gives them some money. And so, all in all, it has to do with protecting an interest. But that's why I say that it would be wrong if we analyze by saying that for Catholic Church not being present at the inaugural ceremony of Felix Tshisekedi does not mean that they are against it. No. Catholic Church is not happy with that candidate for further reasons best known by the Catholic Church. And that's the more reason why we keep on saying here that the biggest error Catholic Church did was that
They might have the facts and the evidence. Because all of us agree that a number of the electoral machines were not working. They failed on that day, and the counting had to be done by hand, and that was why the results delayed more than it was expected. But now in this case, our worry here is Catholic Church is not playing a matured role, because at the end of it, non, est-ce que les machines ont eu des problèmes? No, the electoral kits had problems. Many of them. Many of the electoral kits failed on the election day. Ça a été la première contestation. Yes, that was the first problem even that was filed in. And even the Senate president accepted that it is true that most of the machines failed. Now, it is technical error that affected almost everybody. And that's why they had to delay the results of the election, because they had to do manual counting. In the thousands of police stations, they had to do manual counting. But now, the problem is not is there because it affected everybody. But now our worry here is that Catholic Church has the evidence of who won, as they say. Now, we analyzing at the distance, work on the results given to us by Senate. Now, we think that if Catholic Church was honest enough, Catholic Church would have gone further to give us the evidence. If Catholic Church did not want to give us the evidence, he should have given it to Martin Fayulu, who was going to the Constitutional Council, who can now use that. If the Constitutional Council does not validate the evidences, we will have every reason to say that it means the government is acting in bad faith. But then, if you look at it critically, if you see, I think even in the periods of the other 5 presidents have been, Catholic Church has played central role in the inauguration of the first president. Go back to history in Catholic Church. I mean, in the inauguration ceremonies of the first presidents in DRC. But in this case, it's exceptional. Withdrawing and getting by the Pentecostal pastor who officiates the event tells you that Martin Fayulu tells you that rather Felix Tshisekedi. Pourquoi ce nom revient toujours? Well, it comes frequently because he has been at the center of the event. You know, everybody in DRC, everybody in DRC knew that Martin Fayulu would want to win. Why is it so? Now, Martin Fayulu, they were expecting him to win because he was the leader of the coalition. Oui. Felix Tshisekedi pulled out. It's the same thing I will take point in Cameroon election, that the story of coalition in Cameroon election was a distraction. Because if you look at the result that Paul Biya put up, it tells you that even if you borrowed you borrowed parties from America, Germany, and put together, they will not have still won the CPDM. That's the evidence made. If you look at the percentage that we scored and how much was shared amongst the 7 candidates, you discover that even all the parties came together, it would have not made any sense. But now, what do we say? In the role Catholic Church is playing in DRC, we still praise the election, because if you look at the margins, 38, 34, it tells you that real democracy was somewhere along the line. But we cannot say that it was a 100% pure election. They must be malfunctioning in one way or other. But if you look at that election compared to Cameroon, it's day and night. Why somebody is having, imagine, okay, we are talking about Chadari. Oui. Chadari has close to 4 million votes, occupies the 10th position. Oui. That 4 million vote, if you group all of them together, they will not give you the number of voters who voted for all the 9 candidates. We had 3,500,000 and something voters. You can imagine. But one person alone, 10th position, is getting the. So if you look at it critically, you realize that in the DRC, what the Catholic Church has done, we are not actually like dragging them, because at the end of it, they will need to work with the government. Just as my brother said here, you cannot walk out of the government so long as you are in that system. If you want to move on the steps of the government or against the steps, the government has all it takes to tell you that Mr. Bishop toe the line, and you must toe the line. So I think that at the end of it, we appreciate the issues on the ground. Oui, Roger Yono, est-ce que il y a quand même 2 faits qu'il faut remarquer. L'Église catholique, le 2 août 2018, a demandé au pouvoir congolais, c'est-à-dire à 2 jours de la date butoir de fermeture des candidatures, a mis la pression au pouvoir congolais d'admettre la candidature de Moïse Katumbi. Kabila, ils ont fait la sourde oreille, ça c'est le premier couac qu'il faut le dire. Le deuxième couac, ce sont ses résultats. C'est-à-dire que lorsque la CENI, Corneille Nangaa dit que c'est Félix Tshisekedi qui a remporté, la Senko vient pour dire que non, ce n'est pas lui qui a gagné, parce que nous avons nos résultats. Est-ce que ce ne sont pas ces 2 éléments pour dire que l'Église catholique avait déjà, la Senko avait déjà son candidat, un peu comme on l'a vu ici, avec Monseigneur Cléda qui a fait un portrait robot du candidat de l'opposition pour lequel les fidèles catholiques devaient voter. Est-ce que ce ne sont pas ces 2 éléments qui ont contribué à radicaliser, entre guillemets, l'Église catholique
pour qu'on ne la voit pas hier à cette cérémonie. Je dis, je vais rester fidèle à ma logique. Hein. Oui. L'Église catholique congolaise voulait, c'était comme une sorte de référendum. Oui. Tout sauf ce qui peut être apparenté à Kabila. Oui. Et ça, on se comprend. Et Tshisekedi est différent de Kabila? Au Katumbi. Au Katumbi, la question, je dis, tout sauf ce qui est avec Kabila. Oui. Mais malheureusement, comme on parlait des enjeux tout à l'heure, lorsqu'il y a des enjeux, il y a d'autres rationalités qui peuvent se glisser et dont les gens ne peuvent pas avoir la subtilité, surtout pour l'Église quand même. J'ai dit, malgré la théorie des deux épées, consacre le temporel et le spirituel. Le spirituel ne peut pas forcément avoir la même analyse que Kabila, qui est un rodé déjà du Congo. Du Congo. Lorsque vous voyez là où Kabila est né, vous regardez le parcours de Kabila, vous devez quand même savoir que Kabila, en termes politiques, n'est pas un enfant de cœur. Lorsqu'on parle de Moïse Katumbi, mais qui a fabriqué Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, quelque part, serait quand même, comme quelqu'un l'avait dit, une créature de Kabila. Hein? Donc, si l'Église catholique... On peut dire la même chose de Vital Kamerhe aussi. Hein? Justement, avec lui. Justement, on s'interroge comment il se retrouve parmi ceux-là qui se retrouvent à Genève pour choisir le candidat de l'opposition. Justement, c'est un Kabila, mais comme on parlait des enjeux tout à l'heure, peut-être qu'il s'est rendu compte que parmi les personnes que Kabila devait présenter, il n'était pas la personne la mieux choisie. Et du coup, le gars a sauté le bateau avant que le navire n'arrive à bon port. Donc, Moïse Katumbi, assurément, et dans mes analyses, je pense que c'était le candidat de l'Église catholique. Or, si Moïse Katumbi était le candidat de l'Église catholique, on peut déjà comprendre l'observation biaisée ou bien l'instrumentalisation de l'observation de l'Église catholique dans son rôle de monitoring électoral en République démocratique du Congo. Ok, nous avons proposé tel candidat, vous l'avez refusé. Nous n'allons jamais accepter ce que vous allez nous proposer jusqu'à la fin. Ça fait lorsque Tshisekedi revienne, soit-il une bonne ou une très mauvaise personne, l'Église catholique revient, et là je peux un peu être d'accord avec monsieur Éric Pépin sur le processus. Peut-être le processus ici, je ne vais pas l'entamer en tant que sur la procédure d'organisation des élections. Mais non, la procédure a raté. Pourquoi? Parce que le candidat de l'Église catholique a été peut-être recalé. Oui. Et en cela, on ne peut plus interroger la procédure réelle. Vous avez souligné le nombre d'observateurs de l'Église catholique. Quand même, est-ce que c'est l'Église catholique qui organise les élections? Est-ce que cette Église n'est pas préoccupée par d'autres problèmes que l'organisation des élections? Cette Église était instrumentalisée. Malheureusement, son rôle a échoué. Et comme son rôle a échoué, cela revient même à re-questionner. Parce que si on revient aussi dans l'environnement social, je ne vais pas parler seulement du Congo aujourd'hui. J'ai la chance dans ma vie d'avoir fait essentiellement des collèges catholiques. Oui. Donc je suis un pur produit dans la formation académique de l'Église catholique. Et dans mon actif, si j'ai 50 amis, 45 sont prêtres. Et je ne suis pas sûr que les 45 qui sont devenus prêtres, c'était véritablement par la foi. Et ça, on se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église catholique au Congo, sachant que nous sommes dans un même contexte, quasiment l'Afrique centrale, on a des personnes qui arrivent aussi étant prêtres parce que ça n'a pas été facile ailleurs. Oui. Et ces personnes veulent jouer ce rôle qu'ils ont échoué ailleurs, dans l'Église étant déjà revêtis de la casquette spirituelle. On sait qu'un prêtre est mieux écouté qu'un homme politique, puisqu'on aborde le politique toujours avec le préjugé. Or, c'est mauvais, etc. Or, le prêtre, même lorsque le prêtre est inculpé ou bien est suspecté pour une action, on peut dire quand même non, ce prêtre peut avoir quand même raison, c'est quand même un prêtre. Et comme c'est quand même un prêtre, on peut donc comprendre le rôle de l'Église catholique au Congo. C'est pourquoi peut-être Pépin ne veut pas l'accepter, pour dire que cette Église, moi je pense que son rôle de monitoring n'est pas neutre.
savait un candidat caché derrière. C'est pourquoi ils disent, ce n'est pas Tshisekedi, en attendant que Dieu révèle peut-être le candidat dans la nuit. Si c'est pas Tshisekedi, c'est qui? On dit, il y a une élection, on connaît les candidats. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. C'est même cette église qui nous a appris cela. Si ce n'est Pierre, c'est Paul. Quel est donc le candidat qui a eu à remporter les élections? Mais cette église a été sage à la fin en comprenant que Kabila a joué tout le monde. Kabila a joué tout le monde. Et Tshisekedi a compris les rouages du pouvoir. Il a compris, malheureusement, c'est ce que je conseille souvent à mes frères camerounais. Et monsieur Pépin va m'excuser, lui qui est du mouvement 11 millions. On ne peut pas remporter le pouvoir totalement en s'opposant. En s'opposant totalement. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses, on parle même de la transmission du pouvoir. Dans la transmission du pouvoir, la plupart des stratégies démontrent qu'il faut quand même avoir été, pas dans le gouvernement forcément, mais à côté du parti qui remporte les élections, et puis accéder... Non, c'est le cas de Félix alors. Le Paul Séjour, Roger parle d'un mouvement qui n'était pas clair, c'est-à-dire l'Église catholique n'a pas joué franc jeu, parce que son candidat, Moïse Katumbi, selon lui, a été recalé. Je pense qu'il y a des choses, on peut relativiser un certain nombre de choses. Parce que lorsque vous parlez de 40 000 observateurs, oui. À première vue, ça a quelque chose de grandiose. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays avec 23 millions de catholiques. C'est normal que dans chaque diocèse, 35 millions de catholiques, c'est normal que dans chaque petit village, le prêtre du coin soit fait observateur, et à la fin on se retrouve avec les 40 000. C'était pas forcément des prêtres. Donc, c'est un exemple, des catéchistes, des volontaires, tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec ces chiffres-là. On revient après le journal. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir, c'est Jalin Otoué, bonsoir aux invités d'Equinox Soir. Voilà, comme je le dis très souvent, chaque vendredi, c'est elle qui est là pour illuminer Equinox Soir. Nadine Yambou, au menu ce soir. Ce soir, nous parlerons de la situation humanitaire au Cameroun qui est de plus en plus alarmante entre déplacés de la crise anglophone, ceux ayant fui les exactions de Boko Haram dans la région de l'extrême nord et ceux des réfugiés centrafricains. Les besoins du Cameroun en la matière ont explosé ces dernières années et l'ONU évalue à plus de 4 millions le nombre de Camerounais en quête d'assistance humanitaire. Un reportage que vous écouterez tout à l'heure au 20h. Le MRC effectuera-t-il sa marche comme prévu demain dans certaines villes du pays, du moins à Yaoundé? On note un dispositif militaire visant donc à dissuader les militants du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui projette donc de manifester demain dans la capitale politique du Cameroun. La ville de Mbanga, dans le département du Mungo, est confrontée à une pénurie d'eau potable qui dure depuis 3 ans déjà. La population peine à trouver le précieux liquide. Et au regard des dangers auxquels ces populations sont exposées au quotidien, elle lance un appel à l'endroit des pouvoirs publics afin de régulariser cette situation qui perdure depuis 3 ans déjà. C'est Jalin Otou. Voilà, Nadine Niambo, pour développer tous ces titres, ce sera dans le 20h qu'elle va présenter pour vous et pour nous également, comme tous les vendredis 20h avec Nadine Niambo. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal. No one can tell in the hours ahead what surprises Cameroon Resistance Movement has for Cameroonians. Ok, le prochain jour pour Elvis, le MRC va mobiliser malgré l'interdiction et le fort déploiement sécuritaire. Serge Alain, sur cette actualité, je ne vais pas me départir de ma casquette de journaliste et dire que, vous savez, on est dans le champ démocratique, on est dans le champ politique et chacun doit jouer son rôle. Le MRC, comme parti politique, est dans son droit de manifester, de revendiquer, de réclamer. Mais en face du MRC, il y a un État qui a des éléments pour empêcher systématiquement que les manifestations se tiennent. Alors quand j'ai fini de dire cela, j'ai dit comme journaliste, tout ce que je peux dire, c'est que j'attends de voir demain. Okay. Éric Pépin, pour vous, MRC va faire mieux que le SDF, on va le faire dire comme ça, mercredi? Non. Il faut il a dit que le MRC a sa capacité de mobilisation qui est... Non, moi je pense plutôt que en fait,
Comme disait le professeur Takungan, j'ai appris ça de lui, il est très difficile de parler d'un parti d'opposition sans son représentant sur le plateau. C'est un peu comme si on mettait ce parti en vindicte populaire. Non, ce n'est pas ça. On parle de l'actualité. On n'est pas en train de juger. On parle des faits. Je m'assure. Oui. Vous savez que mon candidat était acteur de ce processus électoral. Oui. Et il y a eu une bataille, ou alors une bataille soudaine qui existe toujours entre le MRC et puis nos militants. Comme ils nous appellent, on était des écoliers dans ce processus électoral-ci. Nous, on a vite compris qu'on a été battus. Nous sommes rapidement rentrés, réviser nos cahiers. Mais les professeurs, eux, sont toujours restés dans la revendication. Donc, on les attend pour qu'ils continuent à dispenser des cours politiques. Il faut qu'ils viennent dans les salles de classe. On les attend. Donc, le MRC, décidément, veut aller à l'affrontement. Parce qu'on a vidé le contentieux électoral depuis le soir avec le Conseil constitutionnel. Et on est passé à autre chose. Comme disait Roger tout à l'heure, il y a les élections qui arrivent. Il y a forcément beaucoup de choses à faire pour que ce fameux code électoral qui est contesté par tous les Camerounais, y compris même de la majorité présidentielle, il faudrait qu'on trouve des stratégies ensemble, dans l'opposition et dans la société civile, pour qu'on fasse en sorte qu'on ait un code électoral consensuel. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la RDC. Mais la RDC nous envoie quand même un signal, c'est qu'ils ont réussi à organiser une élection avec un fichier près de 40 millions d'électeurs, avec des machines, qui au départ ont été querellées. Mais à la fin, on ne parle plus de ces machines-là. Ça veut dire qu'on a inscrit tous les électeurs à l'intérieur d'un fichier numérique. Et puis, le déroulé de l'élection n'est pas questionné sur les outils, mais c'est beaucoup plutôt questionné sur les aspects politiques qui ont émaillé cette élection. Donc il est important que le MRC comprenne qu'on a vidé le processus électoral depuis la prestation de serment du président élu au soir du 6 novembre et que envoyer de manière incessante et militante à la guillotine n'est pas forcément une approche politique citoyenne. Je sais, et je ne conteste pas cela au MRC, c'est leur droit, parce que la démocratie, le droit de manifester fait partie des principes de la démocratie, tout comme l'alternance et puis la séparation des pouvoirs. Donc le MRC en tant que parti politique a le droit de manifester. Mais tout est fonction de l'outil de la manifestation. Le hold-up électoral, le processus électoral a été vidé. Le président qui a été proclamé élu est légaliste, n'en déplaise à sa légitimité qu'on peut lui contester. Mais les institutions régaliennes qui fonctionnent actuellement font de M. Biapol le président élu. Donc, avoir une manifestation où le slogan de la manifestation c'est non hold-up électoral, pour ma part, je pense que c'est guillotiner ce brave militant qui sont les combattants de première heure du changement au Cameroun. Ok, pour vous, Fayed Vice, quel est l'intérêt d'une telle manifestation politique? Well, I think the interest is simple. For Cameroon Renaissance Movement Party, their interest is simple, that they need to make the world and the government know that they rigged the elections and the victory was seized from Professor Maurice Kamto. That is the message they are sending. Of course, if you look at their manifestation organization, they are not, it's a peaceful march, as they clearly said. And so that's why I think that a wise government in this present dispensation with problems in the northwest, southwest, far north regions, Adamawa has come in with a lot of insecurity and all the like. I think that they have currently been deployed in the present various parts of the town that we know. But we think that if the government is responsible enough, they should only watch them and accompany them carry out their peaceful march. Because where we are in a fragile system. But I keep on saying that any political party has its agenda. And as I've said here, Professor Maurice Kamto has a reason for his march. And if you are not in the party, you will not understand why that march is. And you will think that it's a waste of time. But they have an agenda. From the march tomorrow, Saturday, there are other programs that have been programmed systematically to make sure that they revindicate the stolen victory. And so, when we look at it critically, we only say that we should only pray that things move peacefully. Let's not the MRC probably is like anger the military, or the military should not also do the same. Yep. So that the military, if they have been deployed as they are currently being done, and as they will be on the streets even tomorrow, Saturday, we expect them to behave matured by just watching the militants as it is their right to revindicate, march through right to where they are and come back. But any other move put in place by the military based on instructions from the powers that be,
could jeopardize the process and put many things into question. Ok. Georges Ono, il y a justement ce problème. On parle du marché pacifique. Le marché pacifique, en quoi elle peut être dangereuse, entre guillemets, pour les autorités? Serge Alain, l'un des domaines les plus complexes dans l'analyse politique, c'est justement les mouvements sociaux. Oui. Je vous ai dit tantôt en entame, on sait comment un mouvement social commence, mais on ne sait pas là où le mouvement social peut se terminer. Puisqu'on n'a pas la capacité totale. Il suffit d'encadrer les militants, les marcheurs demain. Justement. On les encadre. Serge Alain, on peut entamer une marche ici, pacifique, pour dire nous allons arriver à Bonanjo. Entre Bonanjo et Akwa, on ne sait pas qui peut infiltrer la marche. On ne sait pas qui d'autre avait un autre problème. Regardez un peu les émeutes de 2008 au Cameroun. Pour un problème de dose des produits de première nécessité ou bien de carburant, c'était les partis politiques ont récupéré. Il y a toujours le problème de la récupération politique. Et un régime qui sait à quoi s'en tenir essaye autant que faire se peut de canaliser, voire de limiter la marche en fait. Je suis d'accord pour les... Une minute, Georges. On a vu le mouvement des Gilets jaunes. On savait que c'était tous les samedis. Justement, mais la police était là pour justement, ça avec on n'empêche pas les gens de manifester. Non, on sait, on les voit même arriver. Hein. Ils débarquent par train et tout ça, ils arrivent. C'est un rendez-vous à Paris. Mais la police est là pour les encadrer. Justement, la police est là pour les encadrer. Quand on parle des mouvements, les Gilets jaunes, on a vu que ce mouvement... excusez-moi un peu de ramener un peu la réflexion avec la comparaison blanc-noir. Oui. Généralement, dans certaines démocraties très anciennes, et ou bien mieux organisées, tout est fait. On voyait comment le samedi, on savait que c'était le samedi, les gens manifestaient, la police. Mais justement, dans les revendications, à un certain niveau, vous avez vu que ça prenait les allures de la guérilla ou bien guérilla urbaine. Et du coup, cela remet même en question si le leader du parti peut encore dire à ses militants, s'il vous plaît, ce n'était pas l'ordre du jour. C'était pas l'ordre du jour, c'est pas ce que nous avons décidé, c'est pas ce que nous avons décidé de faire. Mais moi, je reviens dans l'analyse de monsieur, pas monsieur Bekaï, mon ami, Pépin Bekaï. Le MRC, je sais que chaque parti a un programme, mais je me demande si le programme éternel du MRC, ça devient la revendication. À tout moment, il faut revendiquer le ordre électoral. Ils revendiquent la victoire. Même dans 5 ans, ils vont revendiquer la même victoire. Un président a prêté serment. Il faut quand même suivre les règles du jeu électoral. Les règles du jeu électoral, on a dit le contentieux était post-électoral. On a vidé le contentieux. Le MRC, moi, je pense, et je sais que le professeur Maurice Kamto, qui est un brillant enseignant, est mieux placé pour savoir que il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux. Lorsqu'on classifie même les pouvoirs, généralement on dit que le pouvoir législatif, c'est le suprême pouvoir, d'après certains penseurs. Et si le pouvoir législatif est un pouvoir si puissant, il me semble opportun et important de se consacrer aux législatives. C'est à base d'une majorité au Parlement qu'on peut changer le fameux code électoral, pas changer même, qu'on peut arranger peut-être à la mesure, puisque c'est ce que le MRC veut, les points qui fâchent. Et je me pose toujours la question, si jamais le MRC est majoritaire au Parlement, le code électoral là, sera-t-il favorable pour le parti Univers? Sera-t-il favorable pour le SIF? En réalité, c'est un enjeu de pouvoir et chacun va arranger les règles du jeu en fonction de sa personne pour passer et remporter le trophée qui est l'élection présidentielle. Donc il n'y aura rien de changé. Le MRC veut tout simplement que les règles soient en sa faveur. Et cela passe par le combat des législatives. Il est temps donc que de jeter ces militants à la vindicte populaire qui ont des choses à faire. Je parie qu'il y a des étudiants, il y a des élèves dans le MRC. Pourquoi vous pensez que les forces de l'ordre, ce sera le pire? Pourquoi vous... C'est pas, je vois pas le pire. Oui, je dis ceci. Vous parlez de vindicte populaire. Ça ne peut pas bien se passer demain. Lorsqu'on dit le hold-up électoral, essayons quand même de revenir
dans les faits Mais de les gens réalité. marchent. Hein. Les gens vont marcher. Donc, vous, Serge Alain, vous pensez que les gens vont commencer à marcher pacifiquement jusqu'à Bonanjo? Ils disent non, c'est fini. Non, c'est pas ça. Pour montrer qu'un mouvement a eu plus d'effets, il faut un certain niveau qui est l'affrontement. Ça, c'est mon analyse froide. Il faut montrer qui est là. Puisque si vous vous mettez à marcher, prenons un jeune garçon qui s'est très bien habillé, il dit je m'en vais faire ceci. Son habillement, c'est pour attirer l'attention. S'il marche il quitte par exemple la cité des Palmiers jusqu'à Aqua, il n'a pas un sifflotement pour lui, il n'a rien fait. Ça veut dire la marche du MRC, il va falloir à un certain moment, si les forces de l'ordre restent dans la canalisation, il va falloir quand même montrer que vous n'avez pas soit entre guillemets arraché notre victoire inutilement. On peut également s'opposer à vous. Non, ça, je voulais un peu rebondir. Oui, allez-y. Parce que Léopold doit intervenir. J'aime l'analyse froide de Roger, mais sauf qu'il ne veut pas presser l'abcès. L'abcès, oui. Il sait très bien que nos forces de l'ordre n'ont pas la culture de l'encadrement des manifestations. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que jusqu'à présent, je dis non pas la culture de l'encadrement des manifestations. Je peux me tromper. Comme les militants n'ont pas la culture de la marche pacifique. Attends, je veux qu'on respecte nos forces de maintien de l'ordre. Je ne suis pas militants n'ont pas la culture de la marche pacifique. Moi, je n'ai pas encore vu. Non, vous ne pouvez pas jeter l'anathème sur toutes les forces de l'ordre. Il peut y avoir des bébés. C'est-à-dire, les gens marchent les encadrent comme on voit ailleurs. C'est-à-dire, les gens marchent les encadrent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à point, ils font leur déclaration et puis se dispersent. Moi, je n'ai pas encore vu ça. C'est de cette manière que je suis en train de parler. Pas un encadrement aussi. Non, je parle que, comme je vois ailleurs, au Sénégal, au Mali, c'est pas trop. Lorsqu'il y a des manifestations publiques, les gens sont dans la rue, ils marchent, ils scannent leur slogan, on les accompagne, ils ont un itinéraire qu'ils ont préalablement déposé à la préfecture. Justement. La préfecture a donné son accord et la préfecture a estimé que vous pouvez être combien? On dit peut-être 200 000. On envoie autant, ou du moins on peut dire, deux manifestations pour un gendarme. On envoie autant de gendarmes pour encadrer la manifestation jusqu'à ce qu'ils arrivent au point itinérant. Ils prennent leur déclaration, ils se dispersent. Moi, je rêve de ça. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas encore vu ça. En moins parce que je me dis pour les États-Unis, j'ai vu au Cameroun. Donc, c'est de ça qu'on a parlé que jusqu'à présent, systématiquement, toutes les manifestations qui ont même fait cours d'une déclaration publique n'ont jamais été autorisées et les forces de l'ordre ont plutôt fait de diluer les manifestants. C'est une analyse, ce n'est pas de jeter l'anathème sur les forces de l'ordre, que je respecte par ailleurs. Serge Alain, je voulais dire quelque chose. Je suis journaliste et fier de l'être en réalité. Et vous évoquez là quelque chose qui en réalité manque un peu à la culture camerounaise. C'est-à-dire que vous avez des deux côtés un manque, comment je dirais ça, de la culture de la manifestation, comme on le disait. Voilà. C'est-à-dire, le policier, quand il sait dans sa tête, le policier, le gendarme, quand il sait dans sa tête qu'il y aura manifestation demain, dans la nuit, le gars se muscle, parce que là, dans sa tête, il sait que demain, il va bagarrer. Et je pense qu'on devrait commencer déjà par faire comprendre à nous, nos policiers, nos gendarmes, qu'en réalité, lorsqu'on manifeste, surtout les manifestations comme celle-là, parce que quand vous lisez même le contenu de la manifestation du MRC demain, comme journaliste, j'ai eu accès à un certain nombre d'éléments par rapport à cette marche-là. C'est-à-dire que les responsables du MRC donnent des indications, des instructions bien précises par rapport à la démarche à adopter demain. Oui. Chanter, donner des fleurs aux policiers, aux gendarmes, entonner l'hymne national, c'est-à-dire que nulle part il n'est prévu des actions de provocation. Il n'est prévu de la provocation. Ça, c'est ce qui est formel. Ça, on reste dans le formel. Voilà, on reste dans le formel. Mais je me dis, si le MRC va déjà dire cela à ses militants, c'est parce que justement le MRC sait peut-être que ces militants, lorsqu'ils y vont dans leur tête, c'est qu'ils partent affronter les policiers, les gendarmes. Donc il faudrait déjà que, de son côté, que le MRC dise déjà que les gars, tel que vous partez là, sachez que vous partez beaucoup plus, faites telle chose. Maintenant,
De l'autre côté, il faudra aussi justement que nos forces de l'ordre, comme je le disais, arrivent sur les lieux avec dans la tête que nous sommes venus encadrer, nous sommes venus empêcher que des individus dans le groupe... Qu'il y ait des débordements. Qu'il y ait des débordements. Nous sommes venus empêcher, parce que dans l'histoire des gilets jaunes en France, en réalité, les gilets jaunes ne sont pas des casseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entrent dans ce mouvement... Qui ont profité du mouvement, contre l'État. Et dévaliser beaucoup plus des magasins. Et quand j'ai fini de dire cela, je reviens maintenant au niveau des autorités administratives qui sont censées autoriser ou bien ne pas autoriser ces manifestations. Du peu, on nous a enseigné un peu du droit, le contentieux administratif à l'université, le droit administratif. Et le professeur Leb nous enseignait ce que c'est que le... Comment est-ce qu'il appelait ça? C'est-à-dire le principe de proportionnalité. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que lorsque vous avez lorsque une manifestation n'est pas censé causer un préjudice énorme matériellement. Vous n'avez pas... Comment on mesure ça? Comment mesurer? L'autorité administrative, l'autorité qui est quand même formée à la bonne école. L'ENAM a des enseignants d'université, l'ENAM a des éminents juristes pour avoir des indicateurs clés que cette manifestation est une manifestation à risque. Moi, je reste dans la manifestation demain. Quand j'ai un document et rédigé par les responsables du MRC dans lequel on dit voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous allez faire. Mon autorité administrative, je présume déjà qu'en tout cas, il y a quand même de la bonne foi là. Voilà, je présume déjà qu'il y a quand même de la bonne foi là-bas. Est-ce qu'en envoyant les militaires et les gendarmes là-bas avec des casques, ce n'est même pas moi-même en train de faire de la provocation? Je me pose cette question. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est un peu ce que nous, les journalistes, nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent, c'est-à-dire que finalement, mettre tout le monde devant ses responsabilités, que ce soit le manifestant, que ce soit l'encadreur de maintien de l'ordre. Et là, c'est ça le problème, non? Il faut que les deux parties soient But you know, éduquées. The issue is not really at the level of education. The issue is at the level of those who call the shots or those who determine what happens on the field. As I said earlier, when you are carrying out a manifestation in Cameroon that is not in line with the government's agenda, the first thing is that even your authorization will not be granted. That one is for sure. Because government's interest is not protected. Now, on the other hand, when police officers are sent to where manifestations are taking place on the streets, most at times, if it is not authorized, they go in with the agenda to crack down on the population. I want to let you know that the issue is that the government has not given enough education to its forces of law and order. Majority of the disorders we find here are caused first on the side of the security officers because the guys are young. They are just from school. As he said, once they know that there's a march tomorrow, like Maurice Kamto will be coming out, most of them, they start doing pumping today. You understand? Most of them start making a show. What you call a show for man. They know that they have to warming up. Yes, warming up. They have to know how they have to wear helmets. To them, they are excited. Wearing a helmet, wearing shin guards, you know, holding that as if they are in war front. And so that excitement alone makes many of them to tend to provoke the population. If you look at Bastandoki, who was smashed in the gutter in the last protest march, ask yourself, did Bastandoki, who was not holding a gun, who was not holding any stick, did she and the others attack the police? No. It means that at some point in time, when they were moving on, it means that a overzealous uniform officer took upon himself, or groups of them, not so, you see the powers on them. And that's how you see where conflicts in Africa escalate, because the uniform officers in their schools are not well taught human rights. They are not well taught how to handle street protest. All they know is that still a chef de tête no, arrête tout le monde. You cannot use your own psychology that no. Even though chef says I should brutalize them, but the way I see them coming, I don't see them violent. So I should be careful, because this is not a matter of instruction. But in Cameroon, all the military, they are taught in school to take instruction, whether it is correct or not. But a good military officer, if the chef calls you, no, if le gars you look at the match. Non, boss, je crois que maintenant c'est dangereux. Si j'engage un mouvement, ça va créer le désordre. But they don't have that. So for the result, as you say, they execute like robots. And that's why we're saying that for the match for tomorrow, I am telling the military officers, they are watching us right now at the Equinox. We are saying that even if their boss gives you instruction to do otherwise, as you weigh the situation on the ground, tomorrow we will tell them that it's better for them just to watch these guys. They'll go to where they're marching, the MRC goes there,
and they come back, it'll be okay. But the moment that you start saying, no, don't go this way, don't go that way, when there's an itinerary they are following, you'll be forced to make most of them to go offhand. And that's where we see that problems might be created. Just the police officers in Meleng, those already in the other areas in Bafoussam dispatched, tells you that it's already premeditated, that they feel that there will be violence already. Ok, je vais poser une question simple. Est-ce que tout ne tourne pas autour du terme interdiction? Le parti sait que la manifestation est interdite, le parti va passer outre cela. Est-ce que ce n'est pas ça la source du conflit? Non, parce que la force de l'ordre vient avec l'idée que la manifestation est interdite. Et là, il y a des gens qui viennent, qui passent outre la notion. Est-ce que ce n'est pas ça la source véritable des conflits? Mais Serge-Alain, comme je l'ai dit, chacun est dans son rôle. Oui. Chacun est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle de s'opposer. Oui. Le pouvoir en place est dans son rôle de tout faire pour maintenir ce que vous appelez l'ordre public. Oui. En réalité, vous attendez pour maintenir ce statu quo, si vous l'appelez ainsi. Parce que vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas arracher cette liberté-là avec la cuillère. Il faut bien qu'ils aillent au choc, comme on dit au quartier, pour l'avoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'histoire retiendra que la crise anglophone est partie des actes et des scènes de violence sur des avocats. Oui. Je crois que chaque fois que les autorités administratives sont appelées à intervenir sur le champ des manifestations, n'oublions jamais cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 régions qui sont à la peine, 2 régions qui n'existent pratiquement plus tout simplement parce que des avocats avaient commencé. On a beau dire qu'ils avaient un agenda secret, mais reste que ce jour-là, on les avait fouettés. Des revendications ce jour-là, on les avait fouettés. À Boya, on a pris des étudiants de l'université qu'on a enrôlés dans la boue. Et c'est ça qui a fait monter l'adrénaline et on s'est retrouvé dans la situation où on est maintenant. Donc, que nos officiers qui seront appelés à exercer leurs prérogatives demain, à encadrer leurs prérogatives demain, qu'ils n'oublient jamais cela. Moi, c'est ce que je voulais dire. Oui, Josué, vous n'avez rien dit depuis. Oui, ce que je voulais dire, c'est que... La source du conflit, c'est quoi? Moi, je reste sur cet aspect. La source du conflit, justement, il ne faut pas qu'on se perde de vue. On dit hold-up électoral. Il y a eu une élection présidentielle qui avait été organisée. Il y a eu le MRC comme candidat, qui a validé la candidature du MRC. C'est le Conseil constitutionnel. C'est le même Conseil constitutionnel qui a déclaré le candidat du RDPC comme gagnant. Excusez-moi un peu parce que je travaille sur la rétribution du militantisme. Et dans mes recherches personnelles et dans mes analyses, vu les enjeux ou les règles du jeu, il était très difficile pour le MRC de remporter cette élection présidentielle. Si j'avais discuté avec vous avant l'élection présidentielle, je vous aurais montré les facteurs. J'avais eu ce débat avec un ami, c'est-à-dire un débat de quartier, et à la fin, il m'a dit, Roger, tu avais vu juste. Il était difficile pour le MRC. Maintenant, on ne va pas empêcher les gendarmes d'encadrer un mouvement. La sagesse populaire dit que la peur du gendarme constitue le commencement de la sagesse. Et maintenant, le respect de la loi également impose le repos du gendarme. Mais si les Camerounais, est-ce que les Camerounais sont habitués à la pacification des choses? Les gens vont aller demain. Lorsqu'on dit qu'on a bastonné les avocats, moi je connais plusieurs avocats ici à Douala qui exercent tranquillement leur métier et qui n'ont jamais été bastonnés un jour. C'est parce que quelque part, les avocats, je vous parlais de la culture de la provocation. Si les avocats marchaient tranquillement et respectaient l'itinéraire, comme ils ont dit, je ne pense pas quand même. On ne ramasse pas les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les avocats? Serge Alain. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est votre frère, c'est mon frère, qui est gendarme, qui est policier. Est-ce qu'on se comprend? C'est un oncle, c'est un cousin. Oui. Je ne pense vraiment pas que vous ayez un cousin qui se réveille un bon matin et dit, Serge Alain, j'ai un problème personnel avec un avocat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait, je pense que les responsabilités sont partagées. Avant d'être gendarme ou ceci, on est d'abord citoyen normal. Et puis on passe, soit on part le recrutement militaire, ou alors on a un concours et on devient... Je ne vais pas accepter parce que lorsque je suis les analyses des uns et des autres, c'est comme si lorsqu'on devenait un homme en tenue, ou bien on décidait d'avoir pour carrière force de l'ordre, on devenait un bourreau pour ses citoyens. Non, il y a quelque part une provocation
que je voudrais qu'on essaye d'agencer. Merci. 30 secondes. Oui, non, on est arrivé au terme. Je voulais dire que... quelques secondes, quelques secondes. Nous ne sommes pas tellement intelligents, mais on a la culture de copier ailleurs. Ailleurs, je veux pas enseigner à mes enfants qu'un pays comme le Sénégal est plus évolué de manière civique qu'un pays comme le Cameroun. Je ne peux pas le faire. J'enseigne à mes enfants que on a un pays très évolué, mais on manque d'organisation. J'ai dit tout à l'heure que le principe de la marche, de la manifestation, fait partie des principes régaliens de la démocratie. Mon rêve, c'est que nos forces de l'ordre, nos autorités, essayent d'anticiper et d'encadrer généralement les manifestations. Au lieu de jouer, de faire en sorte, de manière systématique, de les diluer, de les interdire, ça fait monter l'adrénaline. Et ça fait en sorte qu'on a dans deux républiques. La République des soumis et la République des têtus. Je veux penser ça, mes enfants. Just to round up, we know we have overzealous uniform officers that always take powers into their hands and cause chaos. We think that lawyers striking, always peaceful, and then the military takes being exaggerated. So in this case, we think that Professor Maurice Kamto will be making his march, nationwide march. Military should accompany them. So long as they don't destroy places, they go to the march, do all their singings and everything, and come back. That is the spirit of democracy. If not... Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Léopold Tchenjou, pour cette première. Merci, Georges. Merci à vous, Pépin, et vous, Elvis. Madame, monsieur, Equinoxois, Stop et fin. Rendez-vous lundi dès 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Guénécourt, non loin de Bengui. Nous sommes dans la région du Nord-Ouest.